Alors, on m'a demandé, dans le cadre des 70 ans de création de votre diocèse, ce qu'il en a été. Et quand je prends l'annuaire des églises de diocèse, si vous voulez, du Bénin pour l'année 2025, je me rends compte que vous n'en avez que 67 au lieu de 70, puisque vous avez commencé par considérer les choses à partir de l'arrivée du premier évêque résidentiel. Alors, qu'en est-il des trois autres? Et c'est peut-être là le grand défi que vous aurez à relever. Et qui dit nous m'en fait le ton. Parce que vous avez nié celui avec qui vous êtes venu. Je fais fi de ce qui a précédé pour venir en 1954. Alors, en 1954, le vicariat apostolique de Porto-Novo a été créé. Les poupées du vicariat apostolique de Ouida, les poupées du vicariat apostolique de Ouida. Et Monseigneur Parizeau était le vicaire apostolique du vicariat de Ouida. Et en 1955, le 14 septembre, Rome a décrété que plutôt que diocèse, vicariat de Porto-Novo, ça va devenir diocèse. Et plutôt que diocèse de Ouida, Rome a préféré archidiocèse de Cotonou avec transfert du siège de Ouida à Cotonou. Ça a créé d'autres histoires. Je ne vous en parle pas. Donc, Cotonou et Porto-Novo sont les mêmes jours, le 14 septembre 1957, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour faire les 70 ans. Voilà. Donc, pour aller au plus vite, comme il parle de temps. Donc, vous êtes né en 1957. Il y a eu deux circonscriptions ecclésiastiques, un archidiocèse et un diocèse. Bien sûr, le vicariat de Parakou va rester. Et pour le Bénin, le Dahomey à l'époque, on aura trois circonscriptions ecclésiastiques. On aura la préfecture apostolique de Parakou, l'archidiocèse de Cotonou et le diocèse de Porto-Novo. Sauf que pour Parakou, c'était Monseigneur Farou. Et Cotonou, c'est Monseigneur Farou. Porto-Novo, qu'est-ce qu'il en est? Non. Notre duchesse est venue en 58. Alors, Rome va demander, déjà quand le vicariat était créé, on a demandé à Monseigneur Parizeau, vicaire apostolique de Ouida, d'être administrateur apostolique de Porto-Novo. Et donc, du coup, quand c'est devenu archidiocèse et diocèse, lui, il a été fait archidiocèse et administrateur apostolique de Porto-Novo. Donc, vous avez oublié ce pan-là et vous avez considéré seulement 58. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le diocèse a créé en 1955. Par rapport à une tête, si vous voulez, un préfet apostolique, Cotonou a un archevêque, Porto-Novo n'en a pas. Mais alors, on devrait s'attendre tout naturellement que si un nouvel évêque arrive, que ce soit pour Porto-Novo, vrai ou faux, puisque c'est Porto-Novo qui n'avait pas de responsable. Alors, Gantier a été nommé évêque le 13 décembre 1956. Mais puis est ordonné évêque le 3 février 1957. Mais plutôt que de le faire évêque de Porto-Novo, on l'a fait auxiliaire de Bordeaux. J'en avais expliqué la raison en 2018 à la cathédrale de Porto-Novo, le père Maï. Alors que
l'administrateur colonial avait exigé que ce soit Porto-Novo le chef-lieu du futur vicariat. Et ici, c'est le chef-lieu, naturellement, devrait s'attendre que ce soit le siège métropolitain. Mais puisque Porto-Novo n'a pas voulu du choix des missionnaires. Donc, Gantine va être fait auxiliaire de Cotonou. Et ironie du sort, Parisot tombe malade. Parisot tombe malade et on a demandé à son auxiliaire d'être intérimaire. Donc, il va gérer Cotonou et Cotonou. Étant donné qu'il était intérimaire, on ne peut pas le considérer comme l'officiel. Mais l'officiel, c'est Parisot. Donc, il va falloir le restituer dans votre histoire. C'est Parisot, le premier administrateur apostolique de Porto-Novo, hein. Ça ne peut pas marcher comme ça. Quand on est conclu, on ne peut pas me demander de prêcher en Donc, de Porto-Novo, de l'hôpital de Porto-Novo, Parisot va demander au peuple chrétien de se rabattre sur Gantine. Et il s'est fait qu'en 59, il va déposer sa démission et il meurt peu de temps après, en 60. Gantine sera confirmé premier archevêque métropolitain de Cotonou. Parisot a démissionné en 59, j'ai dit, et en 58, une année plus tôt, Bouchès a été nommé premier évêque résidentiel. Premier évêque résidentiel de Porto-Novo. C'était en décembre, il va prendre service depuis janvier. Et en 68, vers la fin de l'année, il donne sa démission et on va demander à l'archevêque de Cotonou, d'alors, qui est Monseigneur Gantine, d'être administrateur apostolique officiellement de Porto-Novo. Ce qu'il va faire de 59, 69 à 70. Quand Bouchès, après avoir fait 10 ans au-delà, a demandé que ce soit un plus jeune qui conduise le diocèse. Donc on va accepter sa démission et on va demander à Gantine d'administrer le diocèse pour 1 an. Et alors, on va aller chercher le vicaire épiscopal qui était curé de la paroisse Saint-Michel de Cotonou en la personne de Monseigneur Messin. Le Monseigneur va diriger le diocèse de 70. Il a été, pour mémoire, il a été ordonné le 19 décembre. Et c'est certainement pour ça que le Monseigneur Alexis s'est fait ordonner le 19 décembre. Monseigneur Messin a été consacré évêque le 19 décembre. Et Monseigneur Alexis Gonzalo, le 5e évêque résidentiel, a été ordonné le 19 décembre 2015. Donc, Monseigneur Messin va prendre de 70 à 2000. Quand il va atteindre les 70 ans, on va accepter, les 75 ans, on va accepter sa démission et on va transférer Monseigneur Agoton de Kandi comme 3e évêque résidentiel de Porto-Novo. Il va faire 50 000 et quand Monseigneur Assoda à Cotonou va donner sa résignation à la charge du siège de Cotonou, on va transférer Monseigneur Agoton à Cotonou et Monseigneur Ewouzou sera transféré d'Abomey à Porto-Novo. Il est mort en 2012, le 17 octobre, et le jour de ses obsèques, Monseigneur Saint-Domingue a été nommé administrateur apostolique. Je voudrais ajouter qu'un administrateur apostolique, il a
tous les privilèges d'un évêque, sauf qu'il n'a pas de caractère épiscopal. Quand c'est déjà un évêque, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est un prêtre, il a les droits d'un évêque. Donc il est appelé aux ordres et il trouve un évêque pour lui ordonner les prêtres. Donc un administrateur apostolique, ça veut dire que le siège n'est pas aussi vacant que ça. Ça a une tête. Et donc il faut considérer cette tête-là. Voilà pourquoi je vous ai dit que si vous soi-disant, on a de considérer que 67. Et il va falloir réintroduire Monseigneur Parizeau dans notre histoire. Monseigneur Jean-Benoît Niamboué va faire 303 mois. Et puis, en automne, Monseigneur le père Alexis Gonzalo sera nommé le 5e évêque résidentiel de Porto-Novo. Donc Jean-Benoît il est le 3e administrateur apostolique de Porto. Monseigneur Aristide se fera ordonner le 19 décembre et il est au poste jusqu'à maintenant. Voilà ce qu'il en est de la succession. Bien sûr que le peuple de Dieu croit en nombre, la population aussi. Et quand j'étais venu vous parler en 2018, la population était autour de 1 722 000, alors que pour 2026 maintenant, la population du diocèse, donc Ouémé et Plateau comme département, ça fait 1 881 000 chrétiens. Population, la population. Le pourcentage de chrétiens, ça c'est par rapport à vos paroisses que les statistiques seront envoyées pour qu'on calcule le nombre de chrétiens catholiques que vous êtes à Porto-Novo. Donc pour le Bénin, Porto-Novo fait 12,39% de la population du Bénin qui est comptée à 15 170 000 en 2026. Donc au Bénin, nous sommes à 15 170 000. Et Porto-Novo, Plateau, ça fait 1 881 000. Donc la population a augmenté. Quand Monseigneur Aristide était arrivé en 2015, les prêtres étaient 215. Quand cette annuaire est sortie, les prêtres sont 295. Il y a eu 80 prêtres qui se sont ajoutés. Donc le nombre a augmenté. Je crois que les paroisses étaient 81. Maintenant, vous avez 101. Par rapport à l'annuaire, c'est ce qui est bon. Par rapport à l'annuaire, il y a 100 000 paroisses. 107 maintenant. 105 paroisses désormais. De toutes les façons, ça a augmenté le nombre. C'était 16 doyennés. Quand il est arrivé, maintenant c'est 18. Voilà. À même 20. Donc l'annuaire, nous on travaille en tant qu'historien sur la base des documents. Donc c'est 2026 qui va considérer les deux nouveaux doyens. Donc voilà, l'évangélisation prend de l'ampleur. Le peuple augmente, les structures sont mises sur pied pour cadrer la foi des chrétiens. Mais alors, quel défi? Moi, j'ai trouvé le défi dans les 3 années que vous avez oubliées. Porto-Novo a été une section, si vous voulez, de Cotonou, ou du vicariat apostolique de Ouida, qui est devenu archidiocèse de Cotonou. Donc, si on considère les deux comme un, vous êtes sortis de ce un-là. Donc, au fait, Cotonou et Porto-Novo sont des frères siamois. Ce qui signifie que nous sommes obligés de travailler ensemble. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Bien sûr que c'est des évêques différents. Mais nous sommes obligés de travailler ensemble. Le gouverneur ou le gouvernement colonial avait reconnu Porto-Novo comme chef du pays. Mais après, à cause de la mer, ils ont voulu faire de Cotonou le centre commercial. Et du coup,
le grand marché du Porto Novo, tout ça, on a interdit aux Libanais et autres d'installer des boutiques et de tout ramener à Porto Novo. Et alors, pour permettre aux chrétiens de participer à la messe avant d'aller à Nandopa, il y a une sacralité qui a été évitée là-bas. Donc, c'est pas bon quand on vit. Et pour pas nous. Quand les évêques de Cotonou viennent par le fond, ils lui répondent en bout. Quand il dit, ils n'ont pas mal, ils n'ont pas mal dit, vous avez compris. Monseigneur, le maître catéchiste Dakar Christophe, lui, il fait les traductions en fond, mais quand un Néviwa vient prendre la parole en tant que catéchiste pour les communiquer, c'est un bout. Et maintenant que le marché Topa est en train d'être délocalisé, Cotonou va devenir le nouveau Saint-Michel quand le marché Saint-Michel et quand la paroisse Saint-Michel était à côté du marché. J'espère que vous comprenez ma logique. C'est parce que les gens venaient de Porto Novo, les commerçants venaient à Papa que Saint-Michel a créé des messes d'1 heure. Et du coup, les gens préféraient aller à Saint-Michel à la messe avant de continuer. Mais l'actuel curé de Sacré-Cœur a institué aussi des messes d'1 heure. Et le marché Topa est en train d'être enlevé de là. Alors vous imaginez, entre-temps, l'idée a circulé que Sacré-Cœur devienne la cathédrale. Bon, le fait comme ça, le débat, les vrais qu'on refusait. Ça, c'est une autre affaire. Donc, pour dire que Cotonou et Porto Novo doivent travailler ensemble. Et le doyenné du Sacré-Cœur, dans le diocèse de Cotonou, fait partie des courants financiers. Donc, le fait de ne pas travailler ensemble fait que vous manquez de poids. Vous manquez de poids. Mais maintenant, ça, mon camion, là, une manière d'inviter. Alors, comme défi, je voudrais vous inviter à plus de collaboration. À plus de collaboration. Mais les gens qui ont mais ils vont pas parler de il y a un temps. Et même les points politiques, les raisons, donc, Porto Novo vient au Cotonou. Et Porto Novo va travailler avec Cotonou. Même si là, des moments où, oui, c'est Porto Novo qui va s'appuyer. Je prends par exemple, au niveau des assurances, Porto Novo peine à trouver une assurance qui assure les prêts adéquatement. Je ne sais pas si c'est vrai dans ces informations, mais je le dis comme ça. Et c'est que, entre-temps, à Cotonou, l'EMI, entraide missionnaire internationale à laquelle nous étions tous affiliés, la section africaine est venue nous dire que Cotonou a les hôpitaux qu'il faut pour prendre en charge ses frais. Et que plutôt que de payer des cotisations, de lourdes cotisations, alors que personne ne tombe malade, il vaut mieux créer une structure où on va affilier tous les prêts de moins de 40 ans et on va garder 2 souscriptions pour les Pour les pères âgés, on va donner 10 et si quelqu'un tombe malade, on pourra l'évacuer. Bon, entre-temps, la crise, Monseigneur Coton était parti et puis le projet a été transformé en 2007. Mais toujours dit que Coton a créé la MUSAC, mutuelle pour la santé de la citoyenne de Coton, qui a tout l'agrément de l'État. Et tous les prêtres sont affiliés là. On a maintenu bien sûr les 2 économies. Alors, plutôt que Porto Novo cherche à travailler seul, est-ce que Porto Novo ne pourrait pas s'associer pour que ça fasse une force? Je pose des questions, mais je demande plutôt que de les poser à des prêtres. Donc il y a
des choses qu'on peut faire ensemble pour devenir une force. Et l'État sert cette voisin. Entre-temps, il y a eu une histoire de banque. Et finalement, au dernier moment, ça n'a pas marché. Mais, puisque vous êtes en ligne, il y a plus, on nous sollicite pour prendre des revenus. Je dis ça va. Mais si vous donnez quand on nous associe, est-ce que le dépôt ne sera pas consistant? Je pose des questions. Et pour moi, c'est le lieu de vos défis. Aujourd'hui, Cotonou a l'expérience, enfin, on a commencé une expérience de la maison du clergé. C'était mis au début, maison de l'Ascension, c'était en vue d'accueillir les prêtres qui seront à la retraite. Mais il y a que pour le moment, on n'en a presque pas à la retraite. Alors on a transformé ça en maison du clergé. Maison du clergé, c'est le lieu de repos, c'est le lieu du prêtre quand il tombe malade, il vient là et puis on emploie quelqu'un qui s'en occupe de façon particulière. C'est vrai, nos parents nous ont donné à l'église, mais ils n'ont pas habitué à nous voir venir à la maison. Et surtout quand on tombe malade. Donc il faut une structure. Et je voudrais rappeler que les prêtres sont quelques-uns pris du milieu du peuple. Milène qui en mission, c'est ça. Mais pour faire de nous des prêtres, pour votre service. Donc notre santé vous concerne. Sauf que, bon voilà, mais alors, si nous prenons sur nous-mêmes de faire quelque chose pour accueillir ceux qui sont malades ou fatigués, il va falloir que vous contribuiez avec vos dénombres. Puisque la santé du prêtre, c'est pour votre bien. La santé du prêtre, c'est pour votre bien. Donc, mieux on soit dans un communal, voir le ami. Ni Cotonou, pour casser le corps. Là, des vidéos. Je vais dire que Cotonou a commencé l'expérience. On a un vicariat, j'allais du clergé, vous en avez aussi. Bon. Et si je parle de la mutuelle de santé, c'est parce que la mutuelle de santé est sous l'autorité du vicaire épiscopal chargé du clergé. Parce que c'est les prêtres qui sont concernés directement. Mais alors, si les décrets ou l'évêque de Cotonou décrétaient que toutes les congrégations et autres seront affiliées à la MISA, pourquoi pas? Et pour ce que je sais de la MISA actuellement, chacun a une carte d'adhérent et quand tu vas à l'hôpital, tu ne payes pas les frais de consultation. Tu fais les frais et on te rembourse 70%, comme les assurances le font. Donc c'est exactement comme les assurances le font. Et quand quelqu'un ne peut pas honnêtement payer les frais avant de se faire rembourser les 70%, on demande à l'autorité qui donne l'ordre et il est soigné à 100%. Est-ce qu'on trouverait une assurance au niveau national qui va nous soigner de 100%? Est-ce que c'est ça? Donc, pourquoi ignorant? Vraiment pas. Et l'État connaît la force de l'Église. Il est venu au Nalo à Canada. Il est au souhait de vivre pour le Parlement. Quand on a fêté les 150 ans de l'évangélisation continue de la Bénin, on a eu vent que l'Église catholique avait 60% de la couverture sanitaire du Bénin. Donc on a l'esprit. Et nous connaissons les maladies dont souffrent nos populations. Il y a une santé, il y a une tension, il y a un diabète. Vrai ou faux? Donc il suffit simplement d'avoir un plateau technique de la cardiologie qui sera d'accord. Et c'est encore faisable. Et puis, je voudrais ajouter, pour terminer, que l'Église, ce n'est pas que le prêtre. J'ai dit tout à l'heure que le clergé, c'est quelques-uns choisis du milieu du peuple de Dieu, ordonnés pour le service du peuple. Donc, ni ton ami,
On n'est pas prêt pour ça. On est prêt pour le peuple. Tout ce que le prêtre lui-même peut s'octroyer, c'est l'Eucharistie. Pour le sacrement des malades, il faut le prêtre pour lui donner. Donc on est prêt pour, et non pas pour ça. On est prêt pour le peuple de Dieu. Et il n'y a que l'Eucharistie que nous puissions célébrer et recevoir. Le reste, il faut notre prêtre pour nous donner. Donc, il nous dit vraiment ni ton ami, au début, mais quand on peut dire même où est bien qu'on dit, dès qu'on peut dire bon, où est bien son au fond, où est mon petit témoin, où est le point de la vie, les migrants ont peut dire nous-mêmes, nous gamons, mais c'est comme nous les combattants, au début, quand nous, nous, à quoi nous n'y sommes fond les goûts, les volontaires, zéro décalage. Il y a tout des mais ce n'est pas simple que ça. On peut avoir des idées, on ne peut pas avoir la décision. Je vous remercie. Il y a Julien Zosso.